Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes. La colère de la population à l'égard de la réforme des retraites s'étant transformée plus largement en un sentiment anti-Macron. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a déclaré être disposé à discuter avec les syndicats, tout en affirmant qu'il resterait ferme sur la question centrale de l'âge de la retraite. À Nantes, dans l'ouest du pays, la façade barricadée d'une agence bancaire de BNP Paribas a été incendiée. Une voiture a été incendiée en marge du rassemblement, tandis que certains ont tiré des feux d'artifice sur la police. Nous, on n'a fait qu'une manifestation, on était là la semaine dernière. Tout se passait bien, jusqu'à ce que ce soit les forces de l'ordre qui commençaient à être violents. Et avant, tout se passait bien, on était dans un cortège avec de la musique. Et de mon point de vue, c'est souvent les violences apparaissent à partir du moment où les forces de l'ordre commencent à jeter les gaz, etc. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré qu'au total 13 000 agents de police devaient être déployés tout au long de la journée, un nombre record. À Paris et à Marseille, les manifestants ont temporairement bloqué les voies ferrées. Plus tôt dans la journée, le gouvernement a rejeté une nouvelle demande des syndicats de suspendre et de repenser le projet de loi sur les retraites, exaspérant les dirigeants syndicaux qui ont déclaré que le gouvernement devait trouver un moyen de sortir de la crise. Laurent Berger, directeur de la CFDT, le plus grand syndicat français, a exhorté Macron à faire un geste d'apaisement pour calmer les choses. Le gouvernement a déclaré qu'il était tout à fait disposé à discuter avec les syndicats, mais sur d'autres sujets, et il a répété qu'il resterait ferme sur le front des retraites. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndical dès lors, parce que nous respectons nos institutions, que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ensuite, la Première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement pour pouvoir parler. Macron, qui a promis de réformer les retraites lors de ses 2 campagnes présidentielles, affirme que des changements sont nécessaires pour maintenir l'équilibre des finances du pays. Les syndicats et les partis d'opposition affirment qu'il existe d'autres moyens d'y parvenir. Les pays de l'Union européenne ont donné leur accord final aujourd'hui à une loi historique mettant fin aux ventes de nouvelles voitures émettant du dioxyde de carbone dans 12 ans. L'approbation signifie que la principale politique climatique de l'Europe relative aux voitures peut désormais entrer en vigueur. La loi européenne exigera que toutes les voitures nouvelles vendues n'émettent pas de dioxyde de carbone à partir de 2035 et que les émissions soient réduites à 55% à partir de 2030. La Pologne a voté contre la loi, estimant qu'elle risquait d'entraîner une hausse des prix des voitures. L'Italie, la Bulgarie et la Roumanie se sont abstenues. Suite à la demande de l'Allemagne d'être exemptée de l'interdiction, la Commission européenne s'est engagée à créer un cadre légal pour que les ventes de voitures neuves fonctionnant uniquement avec des électrocarburants puissent se poursuivre après 2035. Cette mesure pourrait constituer un espoir pour les véhicules traditionnels, bien que les électrocarburants ne soient pas encore produits à grande échelle. Les électrocarburants ou e-carburants sont produits en synthétisant les émissions de dioxyde de carbone capturées et l'hydrogène produit à partir d'électricité sans carbone. Et la Finlande est sur le point de devenir membre de l'OTAN après que le Parlement hongrois a approuvé son adhésion. Le Parlement hongrois a voté par 182 voix contre 6 en faveur du projet de loi. La Finlande n'a plus qu'à obtenir l'accord de la Turquie pour rejoindre l'OTAN. La Finlande et la Suède ont demandé à rejoindre l'alliance militaire transatlantique l'année dernière, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elles doivent obtenir le feu vert des 30 membres de l'OTAN. La demande de la Suède reste bloquée dans les parlements hongrois et turcs. Et au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak s'est engagé à investir 160 millions de livres, soit près de 180 millions d'euros, pour éradiquer les comportements antisociaux. Les nouvelles mesures consisteront à mettre en place une justice plus rapide et à renforcer les services de police dans les zones considérées comme ayant un taux élevé de criminalité mineure. Voici les détails. Le Premier ministre Rishi Sunak a dévoilé son plan de lutte contre les comportements antisociaux, promettant davantage de patrouilles de police et des sanctions plus rapides pour ceux qui gangrènent les communautés. Il a déclaré que ce plan équivalent à 180 millions d'euros permettra d'éradiquer les comportements antisociaux une fois pour toutes. Je veux aussi m'assurer que nous avons un pays où nous tous, nos familles, nos enfants grandissent dans des communautés fortes, des communautés qui se sentent en sécurité, des communautés qui sont prospères, des communautés que nous sommes tous fiers d'appeler chez nous, et les communautés fortes sont construites sur des valeurs.
Dans le cadre du plan nommé Hotspot Policing, certaines zones feront l'objet de patrouilles de police renforcées à titre expérimental. Dans le cadre de ce plan, les auteurs d'activités antisociales devront effectuer des travaux de réparation et de nettoyage dans les 48 heures suivant leur condamnation à une peine d'intérêt général. Les délinquants devront porter des gilets ou des combinaisons à haute visibilité et travailler sous surveillance en ramassant les ordures, en effaçant les graffitis et en lavant les voitures de police. Les victimes de comportements antisociaux auront leur mot à dire sur la manière dont les criminels sont sanctionnés afin que la justice soit visible et à la hauteur du délit. Nous allons avoir davantage recours à ce que l'on appelle la justice immédiate, de sorte que les personnes qui se comportent de manière irresponsable et médiocre devront réparer les dommages et ranger le désordre qu'elles ont causé dans les jours qui suivent leur arrestation afin que justice soit faite. Dans le cadre de ce que le gouvernement appelle une approche de tolérance zéro, le gaz hilarant sera également interdit. Le ministre de la Police, Chris Philp, a défendu l'interdiction du gaz hilarant en faisant valoir que son utilisation était devenue extrêmement répandue. C'est la troisième drogue la plus consommée par les moins de 18 ans. Elle est consommée à très grande échelle et elle est à l'origine de comportements antisociaux car les gens restent dans les lieux publics pendant qu'ils la consomment et jettent ensuite les bonbonnes. Cette mesure va à l'encontre des recommandations du Conseil consultatif sur l'abus de drogue qui a récemment conclu qu'il serait disproportionné d'imposer une interdiction pure et simple. Et bien que le gouvernement américain ait les yeux rivés sur la Chine, Pékin continue d'user de stratagèmes pour influencer les Américains. L'une de ses tactiques les plus récentes est l'infiltration des médias nationaux américains. Voici les détails. Le China Daily, principal organe du Parti communiste chinois, dépense des fortunes pour publier des annonces dans plus d'une douzaine de journaux américains. Ces publicités ressemblent beaucoup à des articles d'opinion. Parmi les journaux qui les publient figurent certaines des publications les plus influentes: Time Magazine, Financial Times, Foreign Policy et Los Angeles Times. Les annonces payantes se présentent sous la forme de suppléments d'informations intitulés China Watch, mais tous, sans exception, présentent les événements contemporains sous un angle favorable à Pékin. En juin dernier, un encart de USA Today vantait la visite du dirigeant chinois Xi Jinping dans une école américaine en 2015. Le titre décrit la visite comme ayant laissé une marque indélébile sur les étudiants. Un autre encart a été publié en novembre dernier dans le magazine Time. 4 pages de couverture flatteuse sur le leadership et la croissance économique de la Chine, dans le but d'attirer les investissements étrangers. Selon sa dernière déclaration au ministère américain de la Justice, le China Daily a dépensé plus de 1,1 million d'euros pour ce type de publicité. Cette somme a été dépensée en l'espace de 6 mois, de mai à octobre de l'année dernière. Mais d'où vient cet argent? Le dossier montre que les recettes du China Daily pour la même période se sont élevées à plus de 4,6 millions d'euros, 98% de cette somme étant financée par le siège de Pékin. Les bénéfices provenant des abonnements ne s'élèvent qu'à environ 9 000 euros. Un analyste des affaires chinoises lance un appel à la prudence. L'establishment politique américain, tant législatif qu'exécutif, devrait être plus conscient du fait que la propagande d'un parti totalitaire étranger ne peut pas passer pour de la liberté d'expression. Le gouvernement américain a inscrit le China Daily sur la liste des agents étrangers et des missions étrangères du régime communiste. En vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, toute entité figurant sur cette liste doit déclarer ses activités financières au ministère américain de la Justice tous les 6 mois. À mesure que de nouveaux détails sont apparus, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a donné l'exemple en matière de riposte. Selon lui, le département d'État a désigné 6 autres sociétés de médias basées en Chine comme des missions étrangères. Tout opère aux États-Unis. Selon lui, cette mesure vise à contrer la propagande des pays communistes. Il a ajouté que la décision ne visait pas à restreindre ce que les médias peuvent publier aux États-Unis, mais à s'assurer que le peuple américain puisse faire la différence entre les nouvelles écrites par une presse libre et la propagande distribuée par le Parti communiste chinois lui-même. Et à Moscou, une publicité de 17 étages recrute des mercenaires pour le groupe russe Wagner. Cette force a mené l'offensive russe à Bakhmout dans l'est de l'Ukraine et elle se reconstitue à l'approche d'une contre-offensive ukrainienne attendue. Une publicité géante pour le recrutement de la force mercenaire russe Wagner est apparue sur la façade d'un immeuble de bureaux dans le nord-est de Moscou. Wagner aurait subi de lourdes pertes dans la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre jusqu'à présent. Elle combat aux côtés des forces russes dans la région et a cherché à reconstituer ses effectifs en prévision d'une éventuelle contre-offensive ukrainienne. D'une hauteur de 17 étages, la publicité montre le logo du groupe et les slogans « Rejoignez l'équipe gagnante » et « Ensemble nous gagnons ».
gagneront. Le patron de Wagner, Evgeny Prigozhin, a déclaré au début du mois qu'il avait l'intention de recruter 30 000 nouveaux combattants d'ici la mi-mai. Les responsables ukrainiens et occidentaux affirment que Wagner envoie des combattants mal préparés vers une mort certaine. Depuis des mois, Wagner est le fer de lance de la Russie dans sa tentative de prendre la petite ville de Bakhmout, aujourd'hui en ruine. Les deux parties ont qualifié Bakhmout de hachoir à viande. Prigozhin a déclaré que la tâche de ces hommes était de saigner à blanc l'armée ukrainienne. Et dans l'Atlantique tropical, un navire danois a été attaqué par des pirates alors qu'il accostait dans le golfe de Guinée. Tous les canaux de communication avec le navire sont coupés. Lors de la dernière communication, les 16 membres de l'équipage s'étaient réfugiés dans une salle sécurisée à bord. Le propriétaire du pétrolier et du chimiquier est une société de gestion de navires basée à Dubaï. La société coopère actuellement avec toutes les autorités maritimes compétentes de la région pour obtenir de l'aide. Selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, le golfe de Guinée est devenu ces dernières années un haut lieu de la piraterie dans le monde. Et une mission visant à explorer les secrets des lunes de Jupiter, recouvertes de glace, est sur le point d'être lancée. L'Agence spatiale européenne a construit un engin spécial appelé JUICE pour effectuer un voyage de 8 ans vers les confins de notre système solaire. Ce vaisseau, dont le lancement est prévu dans 2 semaines, parcourra plus de 500 millions de kilomètres pour passer à côté de Jupiter et de ses lunes. L'engin et la mission s'appellent JUICE pour Jupiter Icy Moons Exploration et vise à étudier l'émergence de mondes habitables autour des constellations gazeuses. JUICE n'est pas conçu pour rechercher la vie sur une lune glacée. Mais si nous devons trouver de la vie ailleurs, dans le système solaire, il y a de fortes chances qu'elle se trouve sous la glace. S'il y a un océan, sous la glace de l'une de ces lunes. Il sera donc très intéressant de voir si nous trouvons ce que nous attendons. S'il y a des océans salés sur la croûte glacée qui pourraient contenir les conditions nécessaires à la vie. Son voyage vers Jupiter durera plus de 8 ans. Une fois arrivé sur la plus grande planète de notre système solaire, l'engin effectuera environ 3 douzaines de survols de ces 3 lunes, avant de s'installer définitivement autour de la lune Ganymède. Un scientifique spatial a déclaré que l'environnement autour de Jupiter peut informer les chercheurs sur d'autres constellations gazeuses similaires au-delà de notre système solaire. Nous voulons comprendre à quoi ressemble la structure intérieure des lunes elles-mêmes et si les ingrédients d'une habitabilité potentielle y sont présents. Mais l'autre raison pour laquelle Ganymède est si importante est que nous pensons que la structure interne de Ganymède est une toute nouvelle catégorie de corps, connue sous le nom de monde aquatique. Selon Doherty, les informations recueillies par JUICE peuvent aider les scientifiques à déterminer s'il y a de la matière organique à la surface de Ganymède. Si vous cherchez les ingrédients nécessaires à la vie ou à la formation d'une habitabilité potentielle, vous avez besoin de 4 choses différentes. Le premier est l'eau liquide, le deuxième est une source de chaleur dont nous sommes presque sûrs qu'elle se trouve sur Ganymède en raison de son champ dynamo interne, le troisième est la matière organique. Et enfin, ces 3 premiers ingrédients doivent être suffisamment stables pendant une période assez longue pour que quelque chose puisse se produire. L'engin JUICE coûte environ 1,6 milliard d'euros et a été construit par Airbus. Il ne tentera pas de se poser sur l'une des lunes. Nous n'irons pas sous la surface avec JUICE, mais JUICE pourra nous dire quelle est l'épaisseur de la croûte de glace, de sorte que si nous voulons revenir en arrière et envoyer un atterrisseur, nous saurons au moins où atterrir. On me demande souvent pourquoi vous n'envoyez pas d'atterrisseur maintenant. Nous ne savons pas où atterrir. Le lancement du vaisseau JUICE est prévu pour le 13 avril en Guyane française. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Genjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.genjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.